Chers collègues, nous procédons cet après-midi à une audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de notre commission en application du deuxièmement de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances sur la délivrance des titres d'identité et de circulation. C'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement au Sénat. S'il vous plaît, merci. Alors que la délivrance des titres d'identité fait intervenir conjointement les communes pour le lien avec les usagers et les préfectures pour l'instruction des demandes et le pilotage du processus. Or, force est de constater que ce pilotage a été défaillant au cours des dernières années, conduisant à une dérive sans précédent des délais de prise de rendez-vous et d'instruction des demandes. Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En mai 2022, le délai moyen pour obtenir un rendez-vous en mairie nécessaire pour obtenir un titre d'identité était de 77 jours ouvrés. On ne repassera sous la barre des 30 jours en moyenne cible du ministère de l'Intérieur qu'en août 2023. Avec l'allongement du délai moyen d'instruction des titres qui a atteint 27 jours, nos concitoyens ont dû attendre en moyenne au printemps 2022 près de 150 jours pour obtenir une carte nationale d'identité ou un passeport. Le rapport de la Cour se veut néanmoins rassurant. La crise serait en voie de règlement et il faudrait désormais être tourné vers l'avenir avec deux grandes échéances. D'une part, le renouvellement du stock des permis de conduire rose cartonné avant le 19 janvier 2033 pour être rendu conforme au modèle européen de permis de conduire, et d'autre part, les cartes nationales d'identité qui devront toutes être passées sous le nouveau format au plus tard le 2 août 2031. Nous recevons ainsi M. Christian Charpy, président de la 4e chambre de la Cour des comptes, qui nous présentera les principales conclusions de cette enquête, la rapporteure spéciale de la mission administration générale et territoriale de l'État, Florence Blatrix-Contat, qui a elle-même mené des travaux de contrôle sur ce sujet, nous indiquera ensuite ses principaux constats et recommandations et posera les premières questions. Pour nous éclairer sur le sujet, répondre aux observations de la Cour et aux remarques de la rapporteure spéciale, je laisserai ensuite la parole successivement à M. Didier Martin, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Mme Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que M. Guy Geoffroy, maire de Comps-la-Ville et vice-président de l'Association des maires de France. Évidemment, nos collègues qui le souhaitent pourront évidemment vous interroger et à l'issue des débats, je demanderai évidemment aux membres de la Commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes en annexe d'un rapport d'information de Mme Blatrix-Contat qui propose elle-même des recommandations qui vous ont été distribuées. Je rappelle enfin que cette audition traditionnelle, comme de tradition, est retransmise sur le site internet du Sénat. Et je laisse maintenant la parole à M. Christian Charpy. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation à venir présenter aujourd'hui le rapport sur la délivrance des titres d'identité et de circulation que vous nous avez confié il y a quelques mois en application de l'article 58 de la LOLF. Et ce rapport a été confié donc à la 4e chambre. Pour présenter ce rapport, en fait surtout pour le préparer, j'étais entouré d'une équipe importante et de qualité avec Emmanuel Guillemet, qui est président de section, le préfet Didier Loga, contre-rapporteur, et puis 3 rapporteurs de la Cour, Rebecca Assouline-Béra, Laurent Maisonneuve et Gabriel Février. Je tiens à les remercier pour leur investissement et leur excellent travail, et puis aussi d'avoir mené jusqu'à son terme à la fin dernière ce rapport. L'enquête que je vous présente aujourd'hui fournit une vision d'ensemble de la chaîne des délivrances des titres sécurisés, en tout cas des principaux d'entre eux. Son champ est large puisqu'il couvre les 4 principaux titres, 2 titres d'identité, la carte nationale d'identité et le passeport, et 2 titres de circulation, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation. Ce rapport vient en fait un peu actualiser et ajuster un chapitre du rapport public annuel de la Cour en 2020 qui avait été consacré à ce sujet, qui dressait, je dois dire, un premier bilan plutôt favorable,
de cette dématérialisation qui a été mise en place en 2017. Et jusqu'en 2020, les choses se sont plutôt pas mal passées. Cette chaîne de délivrance des titres fait intervenir un nombre important d'acteurs au sein ou en dehors du périmètre de l'État. Parmi ces acteurs, les mairies, qui sont là pour accueillir les usagers et enregistrer les demandes d'identité, des tiers de confiance, auto-écoles, les garages automobiles pour le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation, qui viennent en appui des usagers pour leurs demandes, les centres d'expertise et de ressources et des CERT, qui sont les services de l'État qui instruisent les demandes pour le compte d'un certain nombre de départements. Enfin, deux acteurs extérieurs, InGroup, qui est le nouveau nom de l'Assemblée nationale, qui produit les titres, et puis des prestataires qui les transportent, Chronopost et La Poste, et puis, last but not least, l'Agence nationale des titres sécurisés, qui est chargée de répondre à l'ensemble des besoins des administrations de l'État, mais aussi des acteurs de cette chaîne de délivrance. Et c'est elle qui gère notamment les principaux systèmes d'information relatifs à la délivrance des titres. Donc ce système, je dis qu'il est issu d'une réforme de 2017, dans le cadre du plan préfecture de nouvelle génération, a été mis à très rude épreuve en sortie de crise sanitaire, sous l'effet principalement d'un rattrapage soudain de la demande de titres. Les délais d'obtention des rendez-vous en mairie et d'instruction des demandes ont très fortement augmenté. Ainsi, pour les titres d'identité, la délivrance a pu prendre jusqu'à 6 mois au pic de la crise, ce qui est quand même énorme. Et ça serait prolongé, cette crise, pendant plus d'un an, entre, en gros, printemps 2022 et l'été 2023. Notre rapport rend compte de cette crise, essaye d'identifier les raisons qui l'ont provoquée, précise les moyens qui ont été mis en œuvre pour y faire face, et aussi les enseignements à en tirer. Alors ce travail n'a pas été un travail uniquement parisien. Nous avons été, les rapporteurs ont fait beaucoup de déplacements à Charleville-Mézières où est installée la NTS, sur le site de InGroup à Douai et dans plusieurs départements, l'Essonne, Finistère, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Somme et Vaucluse. Ils ont aussi rencontré les agents des CERT couvrant l'ensemble des titres qui sont traités dans ce rapport. Et à chaque fois visiter aussi, parce que ce sont des acteurs très importants, la mairie chef-lieu ou une mairie de taille plus petite. Venons-en maintenant aux trois principaux constats du rapport. Premier constat, face à l'explosion des délais de délivrance des titres, le gouvernement a mis en place des plans d'urgence répétés, assez coûteux. Les résultats ont été un peu lents, mais ils ont permis d'endiguer la crise et de revenir à un niveau qui était plus favorable à la fin du rapport qu'au début de l'instruction. Deuxième constat, des actions restent à mettre en œuvre pour améliorer durablement une situation qui reste fragile. Et troisième constat, c'est un point pour nous important, cette crise a révélé des difficultés structurelles dans la chaîne de délivrance des titres qui nous paraissent demeurer et qui nécessitent un pilotage, nous semble-t-il, plus proactif et unifié de l'ensemble de la chaîne. En particulier, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, pour préparer les échéances des renouvellements des permis de conduire et des cartes d'identité. Alors, premier constat, on a effectivement eu une très forte augmentation des délais de délivrance en sortie de crise sanitaire. Cette hausse a été à la fois très rapide, très soudaine, et a été une source de très vif mécontentement pour les usagers. Les chiffres sont éloquents. Entre mars 2022 et juin 2023, il fait en moyenne plus de 2 mois pour obtenir un rendez-vous en mairie, plus d'1 mois supplémentaire pour que les titres soient instruits, fabriqués et acheminés. Ces indicateurs doivent toutefois être appréhendés avec précaution parce qu'en fait, les délais d'obtention en mairie sont assez largement liés à la plage de rendez-vous que ouvre la mairie dans ces dispositifs pour recueillir des demandes de rendez-vous. L'augmentation des délais s'explique principalement par une hausse de la demande des titres, pour laquelle nous voyons à la fois des facteurs structurels et conjoncturels. D'abord, les facteurs conjoncturels. C'est un rattrapage de la crise sanitaire, où pendant la crise, c'est vrai que les gens n'ont pas déposé des demandes de titres. Cela concernait en gros 2,5 millions de cartes nationales d'identité et 3,7 millions de passeports. Donc c'est tout à fait considérable. Pour les permis de conduire et les certificats d'immatriculation, on a aussi eu une hausse importante, mais qui a été néanmoins davantage absorbée par l'automatisation de certaines procédures. La Cour souligne également, parmi les raisons de la hausse des demandes des passeports, la vive reprise conjoncturelle du
tourisme en 2022. Les gens ont envie de sortir. Et puis, même si c'est difficile de mesurer l'impact, la nécessité de tenir un passeport pour se rendre au Royaume-Uni, qui était sorti de l'Union européenne depuis octobre 2021. Enfin, l'exigence des passeports, c'est octobre 2021. Cette hausse de la demande s'explique également par des questions un peu plus structurelles. D'abord, il y a eu une décision fin 2013 de prolonger de 10 à 15 ans la durée de validité des titres, des cartes d'identité. Mais en même temps, ça n'apparaissait pas sur la valeur faciale de la carte. Et donc, dans un certain nombre de démarches que faisaient les usagers, on leur disait votre carte n'est plus valable. Et donc, ils ont été amenés à, après avoir évité de demander une prolongation d'une nouvelle carte, ils ont été amenés à demander une nouvelle carte, ce qui a accru, au fond, les difficultés qui étaient apparues. À l'inverse, l'hypothèse qu'on avait à un moment évoquée, qui était de savoir si l'arrivée de la nouvelle carte d'identité électronique avait pu produire un effet d'appel et que les gens auraient souhaité changer leur carte d'identité classique en carte d'identité électronique, en fait, ne se voit pas dans l'analyse des chiffres. Alors, pour juguler cette crise, le gouvernement a pris une série de mesures en 2022 et 2023, dont les effets, bien qu'un peu tardifs, apparaissent positifs. On a évalué leur coût à 113 millions d'euros jusqu'à la fin 2023. Alors, une première mesure d'urgence qui, elle, n'a rien coûté, a conduit à suspendre au plus fort de la crise l'exigence, le motif de changement d'adresse pour demander une modification de sa carte d'identité. De fait, ce dispositif a été efficace. Et d'ailleurs, nous proposons, dans ce rapport, nous recommandons de supprimer la mention de l'adresse, en tout cas, d'en faire un motif de renouvellement de sa carte. Au-delà de cette mesure ponctuelle, des mesures ont tout à la fois permis d'augmenter le potentiel de rendez-vous et en même temps le nombre de rendez-vous effectivement proposés par les mairies. Le ministère de l'Intérieur a aussi, rompu avec une certaine logique restrictive qui avait prévalu dans le déploiement des stations de recueil des demandes en mairie. On est passé de 4200 stations fin 2021 à plus de 5500 au printemps 2023. Et on a même créé des titrodromes, à l'image des vaccinodromes, à la période sanitaire, pour faire face à la demande dans certaines grandes villes, pour faire face au pic de demande estivale en 2022 et en 2023. Plusieurs actions ont visé également à accroître l'efficience de chaque dispositif de recueil, donc simplification des mécanismes de prise de rendez-vous, privilégier la pré-demande en ligne et ainsi réduire la durée des rendez-vous. On a aussi demandé aux services préfectoraux de se mobiliser auprès des mairies pour encourager l'élargissement des horaires d'ouverture au public, le raccordement de la plateforme à la plateforme nationale des prises de rendez-vous de la NTS, ce qui permet ainsi d'éviter qu'une personne préempte plusieurs créneaux de rendez-vous. En l'absence de levier coercitif à l'égard des mairies, l'État a plutôt incité les mairies à adhérer à ces mesures par une hausse et une modulation de la dotation pour titres sécurisés qu'on appelle la DTS. Son montant a été considérablement augmenté en 2022-2023 de manière durable. Ça atteint 100 millions d'euros en 2023 et la LFI en LFI 2024 contre 46 millions d'euros en LFI 2021. Donc c'est plus qu'un doublement. Cette hausse vise également à mieux compenser les dépenses des mairies pour le recueil des demandes de titres d'identité. Et on le sait, et peut-être que le représentant de l'Association des maires de France le dira, la compensation partielle de ces coûts constitue un irritant de longue date entre l'État et les mairies, à la fois parce que les mairies considèrent que c'était une tâche qui était autrefois assurée par l'État, et donc c'est un transfert de mission, et aussi parce que les mairies reçoivent des usagers qui ne sont pas nécessairement de leur circonscription, puisque le principe, c'est la déterritorialisation de la demande. On considère que ces mesures ont été positives puisqu'elles couvrent mieux les frais. On a un peu le sentiment que le mécanisme est aujourd'hui un peu compliqué et on propose de les simplifier, de le rendre plus lisible en allouant en mairie un montant forfaitaire fixe pour une station d'accueil et puis une somme pour couvrir chaque demande de titre traité. L'effort a également porté sur les centres d'expertise des ressources titres, celles qui donc instruisent les demandes de titres. Les préfectures ont recruté de nombreux contractuels de courte durée, ont élargi les horaires de travail en soirée et le samedi. Le ministère a également diffusé des bonnes pratiques d'organisation et rehaussé les objectifs d'efficience, ce qui a permis d'augmenter le nombre de dossiers traités par chaque agent.
Au fond, le dispositif a été efficace puisque, malgré les limites qui tiennent à son mode de calcul, le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous en mairie a fortement diminué. Il était de 17 jours ouvrables en début novembre 2023 contre 70 jours au mois de mars. Si les plans d'urgence successifs, c'est le second constat, ont permis de rétablir la situation, il reste qu'il y a encore des progrès importants à accomplir. En effet, les détentations du titre sont un déterminant essentiel, mais non suffisant de satisfaction. Celle-ci implique que chacun puisse accéder aux services et réaliser ses démarches sans difficulté excessive et qu'il soit régulièrement informé de l'avancée de sa demande. Pour les titres d'identité, il s'agit d'assurer que l'offre de rendez-vous en mairie soit équitablement répartie sur le territoire national. L'égal accès au guichet de mairie doit ainsi être concilié avec le recherche d'efficience de chaque dispositif de recueil. Plus largement, il nous semble qu'il faut aussi accompagner les usagers qui sont éloignés du numérique pour les faciliter leur démarche dématérialisée. Et nous considérons qu'il reste encore des marges de progrès, tant pour le maillage territorial des dispositifs de recueil que pour l'accueil physique des usagers. C'est vrai qu'il reste encore 48 communes d'au moins 10 000 habitants qui ne sont pas équipées de dispositifs de recueil, ce qui pose quand même une difficulté. Et nous recommandons de rendre fortement incitatif l'équipement en dispositifs de recueil pour ces communes. D'autre part, nous considérons que le portail d'accueil et le centre d'appel de la TS doivent encore contribuer à l'amélioration de la qualité du service rendu, en rendant plus accessibles les démarches en ligne et en se donnant les moyens de répondre aux sollicitations des usagers, quel qu'en soit le canal. On considère d'ailleurs que certaines évolutions technologiques permettraient de traiter de manière plus rapide et de demande simple, informatiquement, notamment pour les cas d'identité des passeports, en suivant l'exemple adopté sur d'autres titres qui sont délivrés. Enfin, on constate de la part des usagers une forte attente en matière de simplification des procédures. Ainsi, un des sujets classiques, c'est la question de la photographie. Vous avez qu'une photographie, elle n'est pas conforme, vous redémarrez à zéro. Donc ce que nous disons, c'est qu'il serait peut-être utile, efficace, que les mairies soient équipées, en plus du dispositif de recueil, d'un dispositif de prise des photos. Au moins, on serait sûr qu'elles sont conformes. Je précise que les 200 000 dossiers non conformes à cause des photos ont été rejetés en 2022, ce qui est tout à fait considérable. On pense aussi qu'il faudrait mettre en place des systèmes d'information au jour le jour des demandeurs de titre d'identité sur l'état d'avancement. C'est un peu comme on se livrait par tel ou tel coursier. Votre demande a été préparée, votre colis a été envoyé, etc. Donc on pense qu'on pourrait avoir un système peut-être plus proactif. Au-delà de ces éléments, ce qui nous paraît quand même au terme de l'enquête, c'est que on trouve quand même un peu étonnant que cette crise n'ait pas été mieux anticipée, et nous considérons qu'il y avait des signaux précurseurs qui ont été peut-être insuffisamment examinés, et qu'au fond, ça pose de manière un peu plus générale la capacité du ministère à répondre aux défis à venir qui sont liés au nouveau choc de demande, et qui sont liés aussi au fait que la chaîne de délivrance des titres, je l'explique au début, elle est répartie entre différents acteurs, et que donc il y a un besoin de pilotage. On examine et on identifie dans le rapport 5 défis structurels de la chaîne de délivrance. Le premier est celui des effectifs. Alors la Cour relève que les services d'instruction étaient déjà en difficulté avant la crise, ça c'est clair, et que la crise sanitaire a pu conduire à ce que les CERT soient peu à peu vidés de leurs effectifs, en tout cas qu'il y ait des ponctions d'effectifs dans les CERT, et qu'on n'ait pas à temps remis en place les effectifs nécessaires. Et donc il nous paraît nécessaire vraiment que ce point soit traité, réglé et anticipé. Un point qui a fait l'objet de débats importants, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut rendre plus attractif ce métier dans les CERT, parce qu'objectivement il n'est pas très attractif. Un des éléments qui rend le travail peu attractif, c'est qu'il n'y a aucune capacité de télétravail auquel les gens se sont habitués avec la crise sanitaire. Alors, il y a des questions de sécurité qui sont indispensables, notamment sur l'application de base, qui est l'application TES. Donc, ce que nous disons et ce que nous recommandons, c'est qu'on examine s'il n'y a pas une possibilité, pour certains actes, sous un certain contrôle,
de permettre ou d'examiner la possibilité d'un télétravail. Je sais que c'est un point qui soulève des difficultés avec le ministère. En tout cas, c'est un point qui nous a paru important en termes d'attractivité sur ces postes. Le deuxième défi, c'est celui des systèmes d'information. Pardon, Madame la Directrice, il y a eu, c'est vrai, des difficultés sur un certain nombre de systèmes avec des mises à jour parfois non anticipées. En tout cas, c'est ce qu'on nous indique au niveau local, des pannes à répétition. Voilà, donc on sait que gérer des systèmes d'information est un sujet compliqué. On sait que la tâche est difficile, mais c'est vrai que quand ça coince, ça a des conséquences absolument catastrophiques. Le troisième défi, c'est celui de l'anticipation de la vente de titres et du pilotage d'ensemble de la chaîne de délivrance. De fait, comme je l'ai dit, notre sentiment, c'est qu'on a insuffisamment anticipé ni détecté la crise au moment où elle arrivait, notamment l'augmentation des délais. Or, on sait qu'à cause des décisions, ou du fait des décisions, ça serait plus logique, du fait des décisions de l'Union européenne, les cartes d'identité devront être toutes remplacées en 2031 et les permis de conduire roses cartonnés avant 2033. Il est donc indispensable, nous semble-t-il, de prendre des mesures dès maintenant pour éviter de se retrouver dans les mêmes difficultés, ce qui veut notamment anticiper ça du côté d'IN Group, mais également sur l'ensemble de la chaîne de pilotage. Nous considérons qu'il faut mettre en place un outil de prévision plus précis sur les demandes de titres. Ça nous paraît tout à fait envisageable et en conséquence attribuer les moyens nécessaires. Et puis, comme je le dis, la chaîne elle est très répartie en ensemble d'acteurs. Il nous a semblé, mais le secrétaire général le dira de manière plus précise ou me contredira, qu'il manque peut-être un rôle plus fort donné à une des directions du ministère, notamment à Desmathès, qui a, je crois, la tutelle de la NTS aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, qui a un pouvoir fort sur les préfets, les préfectures, donc de confier à la Desmathès de manière peut-être plus structurelle un rôle de pilotage sur l'ensemble des dispositifs. Le quatrième défi, c'est celui de la sécurité et la lutte contre la fraude. Alors c'est un point qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que, je l'ai dit, la fraude à identité est un sujet majeur qui a tendance à s'accroître et donc il ne faut pas que l'obligation de faire vite conduise à la conséquence de baisser le niveau de sécurité. Donc voilà, il faut arbitrer en permanence entre ces deux exigences, mais la fraude reste importante, voire s'accroît dans certains domaines. C'est le cas pour le permis de conduire, que ce soit l'examen théorique et l'examen pratique. Et donc, on a pu, c'est vrai, pendant la crise, pour faire face aux difficultés, peut-être réduire la détection de la fraude. Ce qui nous a frappé, c'est que la demande de carte d'identité pendant la crise a presque doublé, pour les cartes d'identité et pour les passeports. Mais la fraude détectée n'a augmenté que de 8%. On dit qu'il y a peut-être là un problème qu'il faut traiter. Et il nous semble qu'il faut, sur ce point-là, avoir une prise de conscience de l'ensemble des acteurs et probablement mieux former les agents des CERT, voire des mairies, pour faire ce travail de détection de la fraude. Le dernier sujet est celui du financement de la délivrance des titres. Comme le montre le rapport, et en répondant à la question du Sénat, nous avons essayé d'estimer un coût complet pour chacun des titres étudiés. C'est 43 € pour les cartes d'identité, 60 € pour les passeports, 52 € pour un permis de conduire et 13 € pour une carte grise. C'est le coût que l'on a estimé. Ensuite, ils ne sont pas forcément couverts par les usagers, puisque certains timbres fiscaux sont à la hauteur, d'autres ne le sont pas. En l'occurrence, à l'exception des passeports, le droit de timbre ne couvre pas le service rendu. Alors, nous ne disons pas qu'il faut nécessairement augmenter ce qui est demandé aux usagers. En plus, certaines cartes d'identité sont gratuites, c'est ça, hein. Ce qu'on dit en revanche, c'est que s'il y a des pertes successives de cartes d'identité, on pourrait peut-être aussi faire payer davantage les usagers que ce qu'on fait aujourd'hui. Par ailleurs, et je sais que c'est pas consensuel, mais dans un rapport qui sera rendu après celui-ci sur la NTS lui-même, nous sommes là conformes à la tradition de la Cour. Nous considérons que le financement de la NTS par taxe affectée, même plafonnée, n'est pas une bonne idée et que vous mieux passer par une subvention pour charge de service public plutôt que de passer par une taxe affectée plafonnée. D'autant plus qu'il n'y a pas forcément de parallélisme entre le nombre de passeports ou de cartes d'identité ou de titres émis et les dépenses de la NTS. Mais ce n'est pas dans ce rapport, mais c'est dans un rapport définitif sur le contrôle organique de la NTS.
Il y a un dernier point qu'on évoque dans le rapport, qui est le projet France Identité Numérique. Je vous laisse vous reporter à ce rapport. Il nous semble que c'est un élément quand même important pour sécuriser l'ensemble du dispositif. Voilà, tels sont, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les administrations qui sont autour de cette table, les résultats de l'enquête que vous avez bien voulu nous confier. Bon, les principaux messages, c'est qu'il y a eu une crise, elle a probablement été insuffisamment anticipée, elle a conduit à un allongement considérable des délais. Il y a eu des mesures qui ont été prises et elles ont permis de faire face à la situation, mais elles sont quand même révélatrices d'une difficulté un peu structurelle et que, voilà, plus largement, les difficultés de la chaîne de délivrance des titres révèlent les limites de l'État dans sa capacité à fournir aux usagers un service public qui réponde à leurs attentes. C'est vrai que c'était un sujet qui a été particulièrement médiatique pendant quelques mois. Ça s'est un peu calmé, mais ça pourrait toujours repartir, donc évitons de recommencer. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais tout de suite donner la parole à la rapporteure spéciale, Madame Blatrix-Contat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de Chambre, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Directrice, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, l'enquête qui nous a été restituée par la Cour des comptes tend à montrer que certaines des problématiques rencontrées depuis 2 ans en matière de délivrance des titres ont été résolues. En effet, les délais de prise de rendez-vous sont aujourd'hui revenus sous la barre des 20 jours en moyenne, après avoir atteint, et vous l'avez évoqué, des niveaux extrêmement élevés, y compris en phase d'instruction. Néanmoins, si le plus dur de la crise est aujourd'hui derrière nous, je considère, au regard des travaux que j'ai pu mener, que plusieurs sujets restent largement ouverts et que la résolution structurelle des difficultés rencontrées ces dernières années suppose encore des évolutions de grande ampleur. Je prendrai à ce titre 2 exemples concernant, d'une part, les services instructeurs et, d'autre part, la répartition des dispositifs de recueil. Concernant les services instructeurs, les CERT, je tiens à relever que la situation est loin d'être normalisée. En effet, ces services recourent encore très largement à des contractuels, souvent avec des contrats courts de 3 mois qui précarisent très largement leurs titulaires. On ne saurait se satisfaire d'une telle situation. Ainsi, par exemple, à Melun, près de la moitié des effectifs du CERT sont des contractuels de moins de 3 mois, d'après le rapport de la Cour. Je considère que cette situation est plus que problématique au sein des préfectures, qui sont pourtant l'image de l'État dans les territoires. Il est donc urgent de renforcer en effectifs pérennes les CERT en prévoyant le nombre d'emplois nécessaires pour tenir compte à la fois des erreurs de calibrage initiales lors de la création des CERT et de l'évolution structurelle de la demande de titres à laquelle nous avons été confrontés ces 2 dernières années. Par ailleurs, concernant la répartition des dispositifs de recueil entre les départements, nous avons produit une carte du nombre de dispositifs de recueil en fonction de la population des départements. Et on se rend compte que la distribution des dispositifs de recueil entre départements peut paraître parfois assez obscure. Des départements présentant des caractéristiques comparables se trouvent dans des situations très différentes en matière de nombre de dispositifs de recueil. Ainsi, la carte qui vous est présentée, page 6 de l'essentiel, tend à le démontrer, montre bien que des départements très similaires, si on prend la Creuse et les départements qui l'entourent, des départements très similaires avec des nombres de recueils qui peuvent varier du simple au double. Donc vraiment, cette situation interroge. Il me semble que ce constat pourrait conduire à une réflexion sur la répartition des dispositifs de recueil sur le territoire, qui ne se focaliserait pas sur le taux d'utilisation des dispositifs. Cette dimension est insuffisante à mon avis. Nos travaux ont également permis de montrer que les communes situées dans les territoires ruraux font, en proportion de leur population, un effort beaucoup plus important pour accueillir les demandeurs issus d'autres communes que les communes urbaines. C'est ce que nous démontrons dans le graphique, page 7. Ainsi, rapporté à la population de leur commune, les grands centres urbains ouvrent 59 rendez-vous hebdomadaires pour 10 000 habitants, alors que les communes rurales en ouvrent près de 5 fois plus.
L'effort pour accueillir les demandeurs d'autres communes est donc beaucoup plus important pour les communes les plus rurales. Je considère que cette dimension doit être pleinement prise en compte dans la réforme de la dotation titre sécurisé. Une réforme qui serait uniquement tournée vers la dimension incitative risquerait de perdre de vue que ce sont actuellement les communes les plus rurales qui orientent le plus leurs efforts vers les demandeurs issus d'autres communes, même si elles ont parfois un taux d'utilisation moindre, ce qui montre bien que le taux d'utilisation est insuffisant comme critère. J'insiste donc sur la nécessité de parvenir à un équilibre sur ce point dans le cadre de la réforme de la DTS, en maintenant une dotation forfaitaire qui reflète réellement les coûts pour les communes. Par ailleurs, je partage un certain nombre de recommandations de la Cour, s'agissant notamment de renforcer le pilotage du processus en confiant explicitement cette mission à la DMATES et en renforçant également les outils de prévision. Je préconise également de renforcer l'attractivité des postes au sein des CERT, notamment en étudiant la possibilité de mettre en place le télétravail au sein des CERT CNI Passeport et également de développer de nouveaux outils informatiques pour faciliter le traitement des dossiers les plus simples. Par ailleurs, la Cour des comptes recommande d'équiper les mairies en appareils photo pour permettre que les agents prennent directement les photos lors du dépôt de la demande de titre. Cette proposition présente un intérêt indéniable, simplicité pour les usagers, garantie de respect des critères de validité des photos, parce qu'on a beaucoup de rejets à cause de la photo, lutte contre la fraude en ayant un relevé d'empreinte cohérent avec la photo. Néanmoins, une telle évolution soulève des difficultés d'ordre pratique. Elle risque de rallonger la durée des rendez-vous et rend nécessaire la formation des agents des communes. Je considère que pour mettre en place une telle évolution, un contrôle automatique et immédiat de la validité de la photo devra être réalisé par logiciel afin que les agents de mairie ne soient pas considérés comme responsables lorsque le CERT juge une photo non conforme. En effet, une telle situation conduirait à une nouvelle convocation et à un retard dans l'obtention du titre que l'administré pourrait reprocher à l'agent de mairie. En tout état de cause, une telle évolution ne pourra, dans un premier temps, être engagée que sous la forme d'expérimentation, bien entendu, avec des communes qui seraient candidates. J'invite M. Guy Geoffroy à réagir au nom de l'Association des maires de France à cette proposition. Je souhaite également revenir sur la question cruciale de la fraude. Le rapport de la Cour des comptes met bien en évidence les carences actuelles de la coopération entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Il me semble donc indispensable de renforcer cette coopération. Monsieur le secrétaire général, des perspectives de renforcement de la coopération avec le ministère de la Justice sont-elles envisagées ? Par ailleurs, je souhaiterais interroger la directrice de l'ANTS au sujet de la satisfaction des usagers sur la plateforme. En effet, le rapport de la Cour fait état d'une enquête réalisée par l'Institut Paul Delouvier qui relève une amélioration notable de l'expérience usagée de l'ANTS. Disposez-vous de mesures régulières de la satisfaction des usagers et comment tenez-vous compte des retours de ces derniers ? Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Je cède maintenant la parole à Monsieur Didier Martin. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, Monsieur le Président de la 4e Chambre, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Écoutez, côté ministère de l'Intérieur, nous avons évidemment travaillé avec la Cour tous ces derniers mois pour qu'elle puisse vous remettre en temps utile ce travail très, très conséquent. Nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec l'équipe de rapporteurs et nous partageons largement les conclusions qui vous ont été présentées aujourd'hui, en rappelant d'abord que, comme la Cour l'avait montré dans son rapport public annuel de 2020, la réforme qui avait été mise en place dans les années 2014 à 2020
jusqu'à 2020, n'avait pas soulevé de difficultés particulières. Et comme bien d'autres sujets, elle s'est heurtée à la crise sanitaire en 2020-2021. Et comme l'a rappelé le président Charpy, c'est un effondrement de la demande et de la production de titres qui avait été constaté pendant la crise sanitaire, pour les raisons que chacun a bien en tête. Les confinements empêcher nos concitoyens d'effectuer un certain nombre de déplacements, et puis les déplacements à l'étranger n'étant plus possibles ou étant très limités, la demande de passeport s'était effondrée. Et comme le rappelait le président tout à l'heure, ce sont pas moins de 2,5 millions de cartes d'identité qui n'ont pas été produites en 2020, 2021, début 2022, et plus de 3,7 millions de passeports. Et du coup, un effet report a été constaté sur les années post-Covid, avec évidemment une demande accrue qui s'est d'abord portée sur les mairies, avec une augmentation des délais de réponse pour les mairies pour délivrer les rendez-vous qui étaient souhaités par nos concitoyens, avec un dispositif qui, à l'époque, était beaucoup plus rustique qu'aujourd'hui, des délais qui pouvaient parfois dépasser 2 à 3 mois pour obtenir un rendez-vous en mairie. Et puis, à partir du moment où, par les différentes leviers que le président Charpy a rappelé, nous avons aidé les mairies à développer le nombre de dispositifs de recueil, à étendre les plages d'accueil pour les usagers, à mettre en place des plateformes téléphoniques pour mieux renseigner les usagers sur les créneaux restants disponibles. Nous avons constaté une réduction des délais pour obtenir un rendez-vous et un déplacement de la situation de surdemande sur les CERT qui sont gérés par les préfectures. Et donc, comme l'a rappelé la Cour, un effort a été fait au niveau de ces centres de manière à en renforcer les moyens, de manière à ce qu'ils puissent absorber à leur tour cet afflux de demandes, sachant que la troisième composante pour la production des titres qui relève de l'imprimerie nationale, là, l'imprimerie nationale a été au rendez-vous et a pu, au prix d'efforts importants réalisés par cette institution, a pu assurer la délivrance, la production effective des cartes d'identité et des passeports, même à des niveaux supérieurs à ceux qu'elle connaissait préalablement. Donc, concernant le ministère de l'Intérieur, nous considérons que la crise est maintenant terminée. Je voudrais vous en donner quelques illustrations. La semaine dernière, le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous en mairie s'établissait à 15 jours. L'an dernier, à la même date, on était plus près de 69 jours. Donc, c'est dire l'évolution qui est intervenue. Et avec un délai aujourd'hui de 15 jours, nous sommes même en dessous des délais que l'on constatait avant la crise sanitaire. Deuxième indicateur, s'agissant des délais moyens d'instruction dans les CERT qui sont rattachés aux préfectures, la semaine dernière, ces délais moyens s'établissaient à 11 jours, contre plus d'une trentaine de jours l'an dernier à la même date. Et là aussi, nous sommes sur des niveaux, des délais moyens de traitement qui sont inférieurs aux meilleurs délais que l'on avait constatés avant la crise sanitaire. Et troisième indicateur, pour ne pas en abuser, Monsieur le Président, les délais moyens de mise à disposition, parce que c'est ça qui intéresse l'usager, en fait. Quelle est l'addition des différentes phases administratives qui lui permettent de bénéficier de son titre. Ce délai moyen, il s'établissait à 19 jours la semaine dernière. Donc là aussi, bien en dessous des records qui avaient pu être atteints l'an dernier. Et surtout, de nouveau, on est en dessous des délais qui étaient couramment observés avant la crise sanitaire de 2020. Donc nous considérons que les moyens importants, le président Charpy nous a rappelé, qui ont été mis en place et mobilisés, et qui pour certains d'entre eux continuent de tourner à plein, permettent aujourd'hui de dire que nous sommes sortis de cette crise extrêmement pénible pour les usagers qui avait été constatée en 2022 et 2023. S'agissant de l'avenir, nous avons pris connaissance avec intérêt des alertes, des points d'alerte de la Cour sur certains sujets plus structurels qui sont devant nous. Nous avons évidemment vocation à les prendre en compte. Et plusieurs des recommandations qui ont été présentées devant vous par la Cour, nous les ferons nôtres. Je pense par exemple à la suppression du motif changement de résidence sur les cartes d'identité, qui est quelque chose qui a été adopté à titre provisoire et que le ministère est prêt à envisager de manière plus pérenne. Ça ferait un motif de moins pour demander le renouvellement de son titre. Nous sommes également favorables, évidemment, à condition qu'il y ait des communes de cette strate candidates à aller plus loin dans la délivrance de dispositifs de recueil aux communes de moins de 10 000 habitants.
Vous rappeliez qu'il y en a 48 aujourd'hui qui ne sont pas équipés, mais tout cela dans le cadre du partenariat qui nous unit depuis 10 ans sur ce sujet avec l'Association des maires de France. Ce sont évidemment des communes volontaires à chaque fois qui bénéficient de ces équipements. Donc nous sommes tout à fait prêts à engager une démarche particulière auprès de ces 48 communes dans l'hypothèse où elles souhaiteraient à leur tour être équipées avec ces dispositifs. De la même manière, les modalités de calcul actuelles de la DTS versée aux communes s'inspirent largement de ce que vous, Madame la rapporteure spéciale, de ce que vous avez indiqué et ce que le président Charpy a également rappelé. Madame la rapporteure spéciale, vous m'interrogez sur la question particulière de la lutte contre la fraude. Inutile de vous dire que c'est un objectif absolument prioritaire pour le ministère de l'Intérieur. Un certain nombre d'organismes internationaux considèrent que les titres produits en France sont parmi les plus sécurisés au monde, que ce soit nos cartes d'identité, nos passeports, nos permis de conduire ou nos cartes grises. Et donc nous souhaitons garder ce très haut niveau de sécurité de nos titres. Et donc la lutte contre la fraude est vraiment une priorité qui se traduit dans chaque CERT par l'existence de référents fraude qui font l'objet d'une politique nationale d'animation avec régulièrement des sessions de formation de manière à ce qu'ils soient toujours au courant des trouvailles de ceux qui se livrent qui tentent de procéder à ces fraudes. Et il existe, vous l'évoquiez, un partenariat avec les autorités judiciaires, c'est-à-dire que les préfets n'hésitent pas, par le biais de l'article 40, à saisir les parquets territorialement compétents à chaque fois qu'ils ont des doutes sur un titre sollicité par une personne avec un dossier qui leur paraît douteux, de manière à ce que la justice puisse, avec des moyens beaucoup plus importants que les nôtres, évidemment, s'emparer de ces dossiers et mener des investigations qui pourront conduire à neutraliser ces fraudeurs. Et régulièrement, que ce soit en région parisienne ou dans d'autres gros départements, des filières de fraude sont démantelées. Et la justice passe sur ces sujets. Ça concerne les cartes d'identité, les passeports, les titres étrangers également, comme les permis ou les cartes grises. Voilà très rapidement, Monsieur le Président, les quelques remarques suscitées par le très intéressant travail de la Cour, mais en vous assurant que le ministère de l'Intérieur souhaite, comme l'ensemble de nos concitoyens, être sortis de cette crise. Nous estimons qu'aujourd'hui nous en sommes sortis et nous ferons tout évidemment pour éviter de retomber dans ces difficultés. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je passe maintenant la parole à Madame la directrice de l'ANTS. Celui-là, très bien. Merci à vous. Dans le prolongement, et j'espère pas trop dans la redondance par rapport à ce qui vient d'être souligné par Monsieur le Secrétaire général, peut-être quelques points ou quelques réactions. Souligner à mon tour le caractère inédit, brutal, grave de la situation à laquelle l'ensemble de la chaîne a fait face, la réactivité aussi dans laquelle tous les éléments de cette chaîne, dont j'espère l'agence a fait partie, avec laquelle ces différents éléments donc ont fait face à cette situation inédite. En 2023, nous avons produit 15 millions de cartes d'identité et de passeports. Avant la crise sanitaire, en 2019, c'était 9 millions. Donc je crois que ça donne une idée de l'ampleur à laquelle, encore une fois, de la mairie à l'imprimerie nationale, en passant par l'agence et par les préfectures, cette augmentation nous a tous confrontés. À noter d'ailleurs qu'en nos prévisions, vous avez noté tout à l'heure qu'elles devaient être améliorées et renforcées, et bien sûr nous le partageons. Nos prévisions font état d'une demande autour de 14 millions pour cette année 2024, ce qui veut dire que même si nous satisfaisons évidemment du retour à une situation normale à laquelle nous sommes actuellement, le système reste pour autant très largement sous tension. De cette crise et des moyens qui ont été mobilisés pour y faire face, du côté de l'agence, il me semble qu'on en garde en particulier quelques éléments importants.
Évidemment, et vous l'avez dit, l'importance de l'accompagnement du réseau, que ce soit les préfectures ou les mairies, à l'échelle locale d'abord, parce que le rôle des préfectures, le rapport le souligne, des préfets, de leurs équipes, en lien avec les communes et les mairies, a été essentiel. Du côté de l'agence, ça a été une préoccupation permanente, peut-être mieux assumée, davantage assumée par l'établissement, d'être aux côtés des communes, aux côtés des préfectures dans cette mission-là. Nous avons lancé une newsletter tous les 15 jours pour tenir informés les acteurs de terrain des évolutions, leur partager un certain nombre d'indicateurs, etc. Ce que nous gardons aussi de la crise, c'est bien sûr l'augmentation des moyens des mairies à travers l'augmentation exceptionnelle de la DTS, et je crois bienvenue et importante pour les mairies. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet de friction ancien entre les mairies et l'État de façon générale. Faire en sorte que cette mission, dans ce contexte de crise, soit davantage accompagnée par l'État et dans des proportions impressionnantes, je pense, est un élément important au-delà des échanges que je crois nous aurons d'ailleurs dans les prochains jours et les prochaines heures sur la façon dont cette dotation se répartit et comment s'articule ce qui relève de la part fixe et de la part variable. Autre atout de cette crise, la plateforme de rendez-vous que nous avons mis en place dans des conditions de forte réactivité, puisque entre sa mise en place à partir c'était le congrès des maires de novembre 2022, je crois, et puis l'été 2023, 80% des communes qui sont aujourd'hui inscrites sur cette plateforme de façon volontaire, avec une incitation financière de l'État et une façon, du coup, d'avoir une vue, une vision plus claire et plus transparente pour nos concitoyens en matière de délai de rendez-vous. Nous gardons aussi, bien sûr, de la crise, le renforcement du réseau, puisque nous avons augmenté entre 2022 et 2024 de 40% le nombre de DR, le nombre de dispositifs de recueil, ces guichets sécurisés qui permettent le recueil de la demande de titre d'identité, que ce soit à travers le renfort des communes déjà dotées ou à travers le fait de doter des communes volontaires nouvelles. Et c'est vrai que c'est une vraie transformation, et là aussi sans doute un sujet d'irritation à laquelle, du côté des communes auxquelles nous avons répondu. Deuxième élément, donc ce caractère inédit, ce que nous gardons de la crise, le souhait, bien sûr, vous l'avez dit, de mieux anticiper. Donc nous mettons en place un certain nombre de moyens supplémentaires. Nous avions jusqu'à présent des outils qui nous permettaient, sur la base du passé, en gros, d'anticiper à une échéance de 12 mois. On essaie de se doter de moyens supplémentaires, de recruter aussi. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts, d'outils pour mieux apprécier, gérer les données, les utiliser, donc pour nous donner des outils pour mieux nous projeter dans l'avenir. Et vous l'avez dit, il y a des défis importants qui nous attendent, avec le renouvellement des permis de conduire d'ici à 2033, sur lequel un plan d'action est en cours de définition en lien avec la délégation à la sécurité routière au sein du ministère de l'Intérieur. Et puis, effectivement, l'échéance d'août 2031, qui est un objectif communautaire fixé par le règlement de 2019, qui prévoit le remplacement de l'ensemble des cartes d'identité ancien format par le nouveau format des cartes bancaires avec puce électronique. Donc là aussi, un certain nombre on pourra y revenir si vous le souhaitez, un certain nombre d'orientations sont en train d'être prises pour anticiper cette évolution et lisser, puisque c'est l'enjeu globalement pour l'ensemble du système, encore une fois, les mairies, les préfectures, l'agence et l'imprimerie nationale, d'arriver à faire cela de façon progressive dans le temps. Vous avez évoqué tout à l'heure, Madame la rapporteure, aussi la question de la façon dont l'agence prend en compte les attentes de nos concitoyens.
Le rapport de la Cour des comptes pointe, alors je trouve avec un peu de sévérité, mais bon, le manque de disponibilité de l'application TES, d'un peu plus de 98,6% là, sur l'ensemble de la période de la crise, toute interruption confondue, ce qui n'est pas si mal. On a eu une difficulté pour ce qui concerne l'infocentre, qui en revanche a été indisponible effectivement pendant une période, ce qui a pénalisé les mairies et les préfectures au moment où ils avaient besoin d'avoir de l'information sur ce qui se passait. C'est vrai. Et puis globalement, si la Cour a fait ses constats, c'est aussi parce que les acteurs de terrain l'ont exprimé. Et notre souci, c'est d'être évidemment à leur écoute à travers un certain nombre d'instances qui existent, le comité notamment des affaires générales de l'Association des maires de France, que nous rencontrons régulièrement, qui est une façon aussi pour nous importante de faire remonter un certain nombre d'attentes et d'impatience parfois, mais en tout cas qui est un dialogue utile. Et puis bien sûr à travers les différentes instances qui existent sous l'égide des préfets au niveau local. Et puis nous réalisons aussi un sondage tous les ans depuis plusieurs années auprès de 2500 personnes qui permettent d'apprécier dans la durée la façon dont nos services et les services de la délivrance de titres sont reçus par les usagers. On avait vu après la crise bondir la satisfaction parce qu'il y avait ce sentiment que l'État avait été présent pendant cette période-là. On a vu cette satisfaction avec le rallongement des délais un petit peu évidemment s'éroder sur la période 2022. Et puis et c'est une satisfaction évidemment pour nous. On voit que pour le dernier sondage donc de décembre 2023, à nouveau cette satisfaction devient, et notamment sur la délivrance des titres d'identité, tout à fait positive. Et je tiens bien sûr à votre disposition les résultats de ce sondage que je suis prête à partager plus avant si vous le souhaitez. Voilà quelques éléments, Monsieur le Président, de réaction. Merci Madame la Directrice. Donc je me tourne maintenant vers le partenaire. Vice-président de l'AMF, qui va nous dire un petit peu ce qu'il pense, vu de sa fenêtre, si je puis dire, de cette question des titres sécurisés. Très bien. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, Monsieur le Président de la 4e Chambre, Madame la Directrice, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je pourrais me contenter de dire que tout a été dit. Mais je répondrai bien évidemment, notamment à la question de Madame la rapporteure spéciale. Mais je voudrais compléter le tableau, non pas en tirant ou en prétendant être capable tout seul de tirer la morale de cette aventure, mais malgré tout en formulant certaines remarques qui viennent en complément de ce qui vient d'être dit. La première remarque, et là, c'est l'ancien parlementaire qui s'adresse à ses collègues encore parlementaires, pour très longtemps, pour chacun d'entre vous, j'espère, c'est que il est rare que sur un sujet qui a été si délicat et qui aurait pu être très problématique à plein d'égards sur l'ensemble de notre territoire et sur l'ensemble des communes concernées, nous soyons d'accord sur le point de départ et le point d'arrivée. Et si nous faisons ce constat, qui est très rare, je participe à beaucoup d'auditions, comme beaucoup de mes collègues, il est très rare que tout le monde soit d'accord autour de la table d'une audition, que ce soit ici ou à l'Assemblée nationale. Là, nous sommes d'accord. Et une des raisons qui fait que nous sommes d'accord, et là, je m'adresse aux représentants de l'État, c'est que, pour une fois, cette affaire des titres sécurisés a été lancée en 2009 dans la concertation. Et c'est parce que tout ceci a été lancé dans la concertation que les difficultés qui sont apparues, dont certaines, j'y reviendrai, auraient pu être prévues différemment, mais c'est en solidarité qu'il faut y réfléchir, ont pu être surmontées. Et je le dis parce qu'il y a tellement
de politique publique que doivent mener les communes dans le cadre de leurs propres compétences ou qu'elles doivent conduire dans le cadre des compétences qu'elles exercent au nom de l'État. Et là, nous y sommes. Qui font l'objet d'une organisation conçue exclusivement au niveau national et, entre guillemets, imposée au niveau local, ça conduit la plupart du temps, quand il y a des difficultés, à ce que l'article 1 soit tout le monde rejette la faute sur l'autre. Et la chaîne de solidarité qui doit exister entre tous les acteurs de la vie publique, surtout quand ils représentent la même entité, en l'occurrence l'État, cette chaîne de solidarité ne fonctionne pas au détriment de qui? Du citoyen. Nous savions que tout était tendu du fait que les principes auxquels nous sommes très attachés, qui sont ceux en particulier du volontariat, étaient retenus dans le dialogue construit ab initio entre l'État et le monde des collectivités locales. Et nous sommes comptables du fait que nous avons souhaité ce volontariat et que par la même occasion, nous mettions à disposition de l'État, mais sans contraindre aucun de nos collègues, maires d'une commune, quelle qu'en soit l'importance, d'adhérer ou de se sentir obligé de mettre en place le dispositif. Nous savions que c'était tendu. Je prendrai l'exemple d'une commune que je connais un peu, celle dont je suis maire depuis bientôt 29 ans, qui a comme caractéristique, et beaucoup l'ont été et le sont encore, de bien faire le boulot. Et donc, faisant bien le boulot, d'être connu pour bien le faire et d'être sollicité par énormément de citoyens d'autres communes et quelquefois très loin, pour être assuré en toute tranquillité, en toute confiance, de pouvoir disposer dans les moins mauvais délais possibles du titre d'identité ou du titre sécurisé, de manière plus générale, qui était demandé. Et on a connu cela aggravé, toujours pour ma commune, du fait que la réglementation de l'État a fait en sorte que, d'où que l'on soit en France, on pouvait venir n'importe où sur le territoire métropolitain ou en Outre-mer pour bénéficier de ces dispositions. Et au moment de l'accélération de 2023, quand on est commune limitrophe de 2 autres départements et que on constate que dans un département, les moyens nouveaux sont mis en œuvre de telle manière, alors que dans le département voisin, c'est pas tout à fait la même conception qui a été retenue, mais qu'on est toujours le réceptacle des demandes venant des départements voisins, on peut se poser beaucoup de questions, mais le fait d'en avoir toujours parlé ensemble a été, reste et devra rester un élément fort permettant, je l'espère dans l'avenir, de se prémunir des crises et, si on n'a pas réussi à s'en prémunir complètement, de continuer à les traiter et à les gérer ensemble. La leçon, c'est bien celle-ci. On ne pouvait pas tout prévoir, notamment la crise sanitaire et ses conséquences très fortes en matière de demande. Mais on a eu ce dialogue permanent qui a permis que le dispositif extrêmement puissant d'accélération des dispositions à mettre en œuvre pour rattraper le retard puisse se mettre en place finalement avec un succès qu'on ne va pas qualifier d'inespéré, mais qui n'était pas aussi attendu que cela et aussi rapidement. La Cour des comptes dit dans son rapport que les effets ont été longs à être mis en œuvre, ou du moins à être sentis dans leurs résultats positifs. Je serais moins pessimiste que cette observation. Et pour nous, sur le terrain, nous avons au contraire constaté que cette relance, cette marche qui s'accélérait a permis des effets positifs assez rapides. On n'est pas passé du jour au lendemain de 60 jours de délai pour les rendez-vous à 15, mais la décélération a été très rapide et très ressentie. Ce qui m'amène à un deuxième point, qui est celui du poids qui a pesé, dont je voudrais que tout le monde ait conscience ici, non pas uniquement sur les maires que nous sommes, nous avons le cuir tanné, mais sur nos agents. Nos agents en charge des R se sont retrouvés en toute première ligne
au moment où on parlait beaucoup dans tous les médias des difficultés rencontrées, au moment où étaient portées à la connaissance de l'ensemble de nos concitoyens les mesures fortes en volume et en coûts financiers qui étaient mises en place par l'État, avec toujours cette interrogation. On a entendu aujourd'hui comment se fait-il que vous n'êtes pas immédiatement en situation de faire que la demande de rendez-vous sera satisfaite non plus en 60 jours, mais en 10 jours. Bon. C'est sur leurs épaules que tout ceci a pesé. Et pourquoi je le dis? Non pas simplement, bien que ça ne soit pas inutile, pour les saluer, et pour inviter tous les acteurs de la vie publique que nous sommes à saluer vraiment le travail des agents communaux qui ont été au feu et qui ont tenu le coup face au feu qui était extrêmement ardent, mais pour souligner non pas une difficulté, mais quelque chose qui pourrait l'être. Chaque commune a son organisation et, par exemple, dans ma commune, les titres sécurisés sont réalisés avec le concours de nos agents du service qu'on appelle les formalités administratives, qui est en charge globalement de toutes les politiques que la commune réalise au nom de l'État, mais pas que, qui sont toutes des politiques extrêmement techniques. Le cimetière, c'est pas simple. L'état civil, c'est pas simple. Les titres sécurisés, c'est pas simple. Il faut une formation. Et si j'évoque cela, c'est que on nous disait en préfecture, et c'était normal qu'on nous invite à trouver des moyens supplémentaires, n'hésitez pas à recruter des personnels pour un temps déterminé pour booster le dispositif. Et nous savions que le temps que nous aurions dû consacrer à la formation de personnes qu'on aurait recrutées pour un délai très court n'aurait probablement pas été efficient. C'est la raison qui nous a conduit à demander un surcroît de travail aux agents qui avaient acquis cette technicité et qui étaient capables de donner le coup de boost que tout le monde attendait. Cet effort, il a été fait dans ma commune et dans beaucoup d'autres, grâce à un sens élevé et aigu du service public des fonctionnaires territoriaux. Je tiens vraiment à le dire et à les saluer. Je crois même pouvoir dire que lorsque j'ai essayé et réussi à convaincre les 6 agents de mon service qui étaient susceptibles de créer des créneaux supplémentaires de prise de rendez-vous, de le faire, j'ai senti chez eux une sorte de fierté à le faire, alors qu'on aurait pu craindre que ce soit l'inverse, qu'on nous dise c'est toujours sur nous. Excusez l'expression triviale, non seulement on se fait engueuler, mais en plus il faut qu'on se mette en situation de l'être davantage. Ça n'a pas été le cas, et je crois qu'il faut le saluer, mais ça veut dire que pour l'avenir, il faut sécuriser l'ensemble du dispositif par une stabilité des moyens mis à sa disposition. C'est la raison pour laquelle il faut très certainement que les moyens financiers soient maintenus au niveau qu'ils ont atteint, mais peut-être accrus au niveau de la dépense réelle que cela représente, puisque n'oublions pas, on a une bagarre, tout le monde le sait, entre nous, AMF et l'État, sur la non-indexation de la DGF, et on a du mal à expliquer à l'État que la DGF, ce n'est pas un cadeau qui nous est fait, mais que c'est le dû suite à la décentralisation. Sur cette question des titres sécurisés, on ne parle pas de DGF, on parle d'une action menée par la commune au nom de l'État. Cette action devrait être couverte à 100% par l'État, puisque nous l'effectuons non pas en notre qualité de représentant du peuple, avec nos services, mais en tant que représentant de l'État. Ça, je tenais à le redire. Donc l'augmentation, elle était bienvenue, elle était indispensable. Est-elle suffisante ? Je formule la question en ayant déjà peut-être donné une partie de la réponse vue du côté de l'Association des maires de France. Sur la répartition des matériels, vous soulevez, Monsieur le Président, avec les membres de la Cour des comptes,
un fait qui est réel, c'est que 48 communes de plus de 10 000 habitants ne se sont pas portées volontaires. Nous souhaitons vraiment, parce que c'est l'esprit de ce partenariat, que le volontariat reste la règle. Par contre, c'est le vice-président de l'AMF qui le dit, mais surtout le président de l'association des maires de Seine-et-Marne qui le dit, si pour aider à former le volontariat, nous pouvons poursuivre l'échange, nous sommes disponibles. Parce que nous avons besoin. Quand on est maire d'une commune de 22 000 habitants comme la mienne, on a besoin de savoir qu'à 10 km alentour, des communes de 10 000, 12 000 habitants qui ne se sont pas portés volontaires auraient tout intérêt à le faire pour elles, leurs habitants et pour nous. Donc, participer à tout ce qui pourra créer du partenariat et du volontariat, on va essayer de continuer. Comme le disait Madame la directrice, le travail effectué qui est un travail constant de relation entre l'agence et l'AMF doit pouvoir y conduire, mais notez que pour nous, le volontariat reste quelque chose d'extrêmement important. Sur la question des photos, bon, il faut savoir qu'un certain nombre de communes ont déjà à l'hôtel de ville des photomatons. Et que très souvent, j'en avais encore l'exemple ce matin par une prise de rendez-vous, et j'étais présent en mairie quand ça a eu lieu, nos agents aident les personnes qui prennent les photos grâce aux photomatons situés dans l'hôtel de ville, aident à ce que les photos soient des photos qui soient ensuite acceptées. Bon, la plupart du temps, ce travail va jusque-là, et je sais que vous en avez conscience. Il n'y a pas d'hostilité de fond à l'idée qu'on aille plus loin et que les dispositifs de recueil soient eux-mêmes dotés d'appareils photo. Par contre, vous ne pouvez pas ignorer, et nous ne pouvons pas être insensibles à ce fait, que la profession des photographes en ville s'est déjà beaucoup élevée contre cette perspective. Elle a déjà beaucoup râlé quand nous avons pris ce que nous avions le droit de faire, l'initiative d'installer des photomatons dans nos mairies. On a eu quelques échanges qui n'étaient pas toujours d'une très grande sérénité. Donc, pas d'hostilité par rapport à la proposition, mais une invitation à ce qu'on prenne conscience des effets collatéraux possibles que, curieusement, il reviendrait une fois de plus aux maires de traiter. Donc, on traite suffisamment de choses, on est suffisamment le réceptacle du mécontentement grandissant et généralisant de nos concitoyens pour ne pas se donner une occasion supplémentaire de le faire. Je crois que j'ai fait le tour des remarques que nous souhaitions faire. Pour conclure, nous rejoignons dans plus que les grandes lignes les conclusions de la Cour des comptes. Nous adhérons à la quasi-totalité, avec quelques remarques comme celles que je viens de faire, aux remarques complémentaires et concurrentes du Sénat. Et les maires de France ont toujours été disponibles pour un partenariat équilibré, fondé sur de vraies valeurs communes. Et dans cette affaire, ils continueront à l'être. Merci, monsieur le maire, ancien député. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux remercier à la fois le président Charpy, ses équipes et l'ensemble des organismes auditionnés. Parce que pour tout vous dire, ça a quand même plutôt secoué dans l'opinion et sonné aux morts ici à plusieurs reprises au Sénat dans nos travaux sur les difficultés. Alors moi j'entends ce que vous dites plus particulièrement depuis 2020. Je souscris à une partie, mais pour tout vous dire, pas la totalité des éléments que vous nous avez livrés, parce que j'ai cherché, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la trace grâce aux recherches qu'on peut faire avec les moyens d'aujourd'hui, mais un opérateur qui était à l'initiative de la mise en œuvre des titres sécurisés me rappelait il y a quelques semaines qu'à l'origine, vous aviez la carte d'identité
une semaine après l'envoi par la préfecture. On était en 2010, hein, vous avez dit ça a commencé en 2009, donc je voudrais juste que vous nous confirmiez, pas forcément aujourd'hui, mais ce serait intéressant de voir si j'ai pas de raison de ne pas croire cette personne, parce que ça veut dire quand même qu'on a peut-être soit encore des progrès à faire pour rester dans des délais courts, soit que peut-être, pour des raisons diverses et multiples, le dispositif s'est complexifié, embolisé. Voilà, je ne porte pas de jugement de valeur, mais comme aujourd'hui, il y a un mot à la mode, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle la simplification. On avait d'ailleurs eu droit, dans le quinquennat du président Hollande, au grand choc de simplification. Moi, en parler, c'est bien. L'affaire ou le faire, ce choc, ce serait mieux. Je vais vous poser j'ai deux questions, mais une première question qui va peut-être paraître anodine, c'est à la fois une proposition sur un problème d'organisation, d'anticipation, sans ignorer un peu peut-être la complexité pour la mise en œuvre. Est-il possible aujourd'hui d'imaginer qu'à partir du moment où on délivre un titre d'identité, on a donc tous les éléments normalement pour le délivrer, eh bien, on met en place de façon mécanique, et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on doit pouvoir y arriver, un rappel un peu plus d'un an avant, voilà, votre titre d'identité expire. Alors vous allez me dire, quand il dure 10 ou 12 ans, on doit avoir une adresse mail ou un téléphone, enfin voilà, mais je dis bien, je pense qu'avec les moyens dont on dispose, ça permet d'anticiper, pour autant qu'on puisse tenir les fichiers, enfin, etc., à jour. Voilà, c'est une question. Merci des éléments que vous pourrez m'apporter. Moi, je voulais poser par ailleurs deux autres questions. Une première qui fait écho, alors ce n'est pas la mère des batailles, vous ne l'avez pas appelé comme ça, vous avez appelé le sujet majeur de la fraude. Je voudrais juste savoir, puisque j'ai vu qu'elle était plutôt en baisse, mais qu'il y a des vrais sujets de préoccupation, y compris parfois sur le niveau comment dirais-je, de ralentissement de cette fraude qui doit être interrogé. Moi, je voudrais juste savoir si aujourd'hui, il y a une priorité qui est donnée à la lutte contre la fraude sur les titres hérités par le ministère de l'Intérieur. Si oui, est-ce que vous pouvez donner les méthodes utilisées et les moyens que vous y accordez, qui peuvent être des moyens en termes d'organisation, qui peuvent être des moyens financiers également, voilà, pour peut-être avoir des éléments. Et puis la deuxième question, là, elle fait écho au dernier intervenant, mais comme il a été laudateur, et ça m'a surpris sur l'importance cruciale des élus dans la démarche, c'est aussi pour... je pensais qu'il allait aborder cette question sur le projet d'identité numérique France Identité. Si j'ai bien compris, ça va être activé en mairie. Et donc, je m'inquiète un petit peu, parce qu'il faut être pris pour être affri, du fait que, comme c'est censé devoir relever, si on suit les dispositions de la loi de finances pour 2024, dans des éléments de calcul de dotation des titres sécurisés pour les communes, je me méfie de la lecture que les services de l'État et du ministère de l'Intérieur pourraient en faire. Donc, comme il est éminemment bien représenté par l'ancien préfet de la Moselle, si je ne me trompe, qui est donc le département voisin de la Meurthe et Moselle, c'est pour ça que l'identification a été rapidement faite. Je veux juste m'assurer qu'il n'y aurait pas un petit coup de mal-donne qui se prépare gentiment, doucettement, même pas discrètement, je dirais, sur le dos des collectivités. Parce que je crois, on le dit souvent, pour l'intercommunalité, 2 collectivités, un seul service. Là, quand même, c'est effectivement, et Guy Geoffroy l'a parfaitement rappelé, les collectivités, leur personnel agissent pour le compte de l'État. Il a d'ailleurs fallu que les assemblées diverses, je le redis, se battent pour obtenir des moyens renforcés pour aider les communes. Non seulement je pense qu'il ne faut pas baisser la garde, mais je souhaiterais avoir la confirmation qu'il n'y a pas de mauvaise surprise qui se prépare pour les 5000 et quelques communes qui font, je crois, œuvre utile pour les Français, en vous disant quand même,
que je remarque une chose, c'est que la procédure pour avoir aujourd'hui un titre d'identité, c'est, à défaut de dire ralenti, en tous les cas, elle s'est complexifiée. Il fut un temps où dans les 35 000 communes de France, vous étiez dans un village de 15 habitants, vous alliez à la mairie, et en gros, un mois après, vous aviez votre titre d'identité, vous aviez le service à la carte, à la maison et gratuit. Ça n'est plus tout à fait la même qualité de service, et pourtant, on est quelques décennies plus tard. Voilà, je pense qu'il faut l'entendre également, parce que ce que j'évoque, c'est notamment ce qu'évoquent un certain nombre de nos concitoyens dans les territoires, et notamment là où il y a de la ruralité. Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, j'ai Isabelle Briquet, puis Michel Canevet. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Cour pour la qualité de ce rapport et les préconisations qui sont faites et qui vont dans le bon sens. Merci aux intervenants également sur ce dossier important qui, il est vrai, a remué beaucoup l'opinion, tant les délais sur les titres sécurisés étaient quand même très loin de ce qu'on était en qualité d'attendre en termes de services publics. J'aimerais revenir moi, sur une difficulté structurelle relevée par la Cour qui concerne les CERT. Le manque de personnel dans ces centres a conduit à recruter un nombre très important de contractuels pour faire face à la demande de titres. Et l'embauche de contractuels demande formation et encadrement de la part du personnel titulaire. Or, la Cour a relevé, à juste titre, le manque d'attractivité des CERT. Ça fait l'objet de recommandations. Et j'avais déjà d'ailleurs eu l'occasion, dans une vie antérieure de rapporteur spécial, de constater un turnover important dans ces services. Alors, est-ce que, de ce que vous avez pu voir à l'occasion de ce contrôle, ce turnover vous semble diminuer? Et est-ce que, c'est surtout pour l'avenir maintenant, est-ce que les moyens humains pérennes dans ces CERT sont suffisants pour faire face aux besoins futurs dont on sait qu'il faut anticiper les prochains renouvellements et surtout pour lutter cette fois efficacement contre la fraude? C'est un enjeu majeur. Et alors que là, les personnels dans les CERT n'ont pas eu de temps à y consacrer puisqu'il leur fallait former les contractuels et rattraper le retard sur les titres. Donc pour vous, est-ce que les personnels affectés d'une manière pérenne dans les CERT vont permettre de faire face aux enjeux de demain? Merci. Merci Isabelle. Michel Canevet, puis Marie-Claire KRG. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier aussi la Cour pour ce travail approfondi d'analyse et les différentes recommandations qui ont été formulées. Je voudrais saluer la visite de la Cour à Quimper, car j'ai suivi attentivement la situation du CERT du Finistère, qui a su s'adapter en cette période où de nombreux dysfonctionnements ont été observés. Cela a été relaté tout à l'heure, notamment l'allongement des délais de délivrance des titres. Et les CERT ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de passer cette période extrêmement difficile. Alors, sur les permis de conduire, il est clair qu'il y a encore des dysfonctionnements parce que on voit que pour l'obtention du permis, pour le renouvellement des permis de conduire, par exemple, l'accès au site pour cela est tellement compliqué qu'il faut que les gens s'adressent à des centres prestataires et ça coûte de l'argent. C'est pas normal qu'ils soient obligés d'en faire ainsi. De la même façon, pour ce qui concerne les permis de conduire internationaux, on a des délais de l'ordre de 6 mois à Cherbourg. C'est absolument anormal que les gens reçoivent leur permis après qu'ils soient partis à l'étranger, en quelque sorte. Ça n'a pas de sens et je ne comprends pas comment on est encore à des délais de 6 mois pour les permis de conduire internationaux. Alors sur les financements, je partage un peu l'idée de la Cour. C'est vrai que des efforts ont été faits pour les financements. Il est logique qu'il y ait à la fois une charge, une subvention fixe qui permette de couvrir les dépenses dans les mairies et puis une incitation ensuite en fonction du nombre de titres. Et j'observe d'ailleurs que dans le rapport, dans l'essentiel qui nous a été communiqué, c'est assez bizarre, en fait, les plus productifs, ce sont les communes rurales à habitat très dispersé, si je comprends bien, et les moins productifs, les grands centres urbains.
C'est vraiment à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. C'est assez éloquent, cette présentation. Et pour ce qui concerne l'ANTS, la Cour préconise peut-être de transformer en une contribution pour la charge de service public la dotation. Moi, je crois qu'il faut peut-être garder, effectivement, peut-être donner une dotation de fonctionnement, mais garder quand même une incitation à la productivité de l'ANTS par le bénéfice d'une partie des ressources, de façon à ce que ça fonctionne assez bien. Et puis, sur l'évolution et la simplification administrative, le dispositif Justif-Adresse est très très bien, mais moi je constate pour mon cas personnel, l'adresse que j'ai sur EDF est erronée. Donc est-ce que quand on va recourir aux fournisseurs d'énergie EDF, est-ce que je vais avoir sur ma carte d'identité une adresse qui n'est pas réelle, l'adresse réelle à laquelle je demeure? Voilà. Et puis, dernier point, sur la question des coûts. Je remercie la Cour pour cela. Finalement, on arrive à un coût de l'ordre de 800 millions d'euros. Dans le contexte des finances publiques actuellement, comment la Cour voit-elle les choses? Est-ce qu'il paraît logique qu'il y ait une certaine évolution qui permette la couverture des coûts par les usagers, ceux qui bénéficient effectivement des prestations? Est-ce que la Cour envisage cela? Est-ce qu'elle recommanderait cela ou pas pour arriver, je dirais, à une réalité des coûts en quelque sorte? Merci Michel. Marie-Claire Carrère-Gé, puis Stéphane Sautarel. Merci Monsieur le Président et félicitations à la Cour des comptes pour cet excellent travail. J'avais une question sur l'identité numérique. À vrai dire, 3 en une. Si j'ai bien lu, le programme France Identité Numérique s'est lancé en 2018, on est en 2024. Comment ça se fait qu'il faut 6 ans? Deuxième question, comment ça se fait que la Poste a su faire ça très bien et ça marche très bien pour accéder à France Connect? Alors vous allez me dire, il faut un petit mot de passe à 4 chiffres et c'est dangereux, etc. Et il manque la photo de votre carte d'identité. Mais enfin, ajouter des couches supplémentaires à un truc qui fonctionne comme la Poste, ça paraît pas non plus insurmontable, mais je suis pas technicienne, donc il y a des choses que je ne peux pas voir. Et enfin, là, je viens d'essayer de doublonner mon truc La Poste avec le site officiel de l'identité numérique, donc le site de l'État. Et j'ai essayé un peu, j'ai demandé à mes voisins de m'aider, j'y arrivais pas. Et je me suis aperçue que ma carte d'identité, qui n'est pas non plus une antiquité, elle est valable jusqu'en 2033, ne permet pas d'accéder aux services de France numérique. Donc il faudrait que je vous demande de faire une nouvelle carte d'identité pour pouvoir... la logique m'échappe un peu. Et enfin, dans le prolongement de ce que disait le rapporteur, on se dit qu'on pourrait quand même, probablement avec des titres qui seront numérisés, laisser à l'administration l'initiative de... Enfin, voilà, un an avant, c'est pas compliqué qu'on demande aux gens d'envoyer une photo, éventuellement une nouvelle adresse. Enfin, ça paraît quand même assez simple à partir du moment. Mais bon, enfin, je suis pas technicienne, donc il y a des choses qui doivent me paraître simples et qui sont très compliquées. Mais on se dit que tout ça pourrait être automatisé depuis. Voilà. Merci. Enfin, sauf évidemment pour les personnes qui sont loin du numérique et auquel cas il faut un accès papier. Mais enfin, pour l'essentiel des gens, ça pourrait être facile. Merci. Merci Marie-Claire. Stéphane Sautarel, puis Rémi Ferroux. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à la Cour et merci à notre rapporteur spécial. Moi, j'ai juste une remarque et donc une question par rapport à l'accès au dispositif de recueil, notamment sur une carte qui était sur le slide 9 de la Cour, où on voit qu'il y a encore des écarts dans le nombre d'habitants couverts par dispositif. Et comme seule proposition, j'ai entendu celle d'élargir aux communes de jusqu'à 10 000 habitants qui ne seraient pas encore aujourd'hui habilitées ou qui ne seraient pas engagées dans la démarche. Et
je constate que, par exemple, de façon assez surprenante, le département du Cantal, dont je suis élu, se trouve dans les départements qui ont un nombre d'habitants par dispositif beaucoup plus élevé que la moyenne, sauf que toutes les communes de plus de 10 000 habitants sont déjà engagées. Et donc, je me dis que dans les propositions, il faut aller un petit peu plus loin que la seule cible des communes de 10 000 habitants. Voilà, merci. Merci Stéphane de ce petit rappel géographique en même temps. Rémi Féraud qui va nous rappeler que lui, il est à Paris. Oui, justement, j'allais poser une question parisienne pour changer de géographie. Je vois, on parle surtout poser une question. Donc, merci à la Cour des comptes et puis à notre rapporteur. Une question sur les dispositifs de recueil. On a vu la polémique, notamment il y a 1 an ou 2 ans, sur les difficultés dans tous les territoires. J'ai l'impression que cette difficulté d'accès était encore plus forte à Paris. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de collègues dire que les Parisiens venaient envahir les créneaux de rendez-vous dans leur mairie. Donc, il doit y avoir une part de réalité. Je vois un petit point blanc sur la carte Paris. C'est quoi un dispositif de recueil ? C'est une mairie d'arrondissement ou une mairie pour qu'on vienne, ou c'est un guichet avec une personne derrière ? Et si ce petit point blanc n'est pas une erreur sur la carte ou une mauvaise impression, alors je pense qu'il y a un sujet aussi de répartition sur une commune comme Paris, où en plus je pense qu'il y a beaucoup de demandeurs qui sont non parisiens mais qui travaillent à Paris dans la journée. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire évoluer cela ? Merci Rémi. Pas d'autres questions. S'il n'y en a pas, donc je vais redonner la parole à nos invités dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais démarrer par notre collègue Geoffroy. Simplement, je vais demander à chacun de prendre les questions qu'il considère de sa compétence, bien sûr, de son domaine, et d'autre part de s'en tenir, si c'est possible, à 2-3 minutes pour les réponses. Merci. Ça ne me sera pas difficile de tenir cet horaire. Sauf si je fais erreur, auquel cas on me le rappellera. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de questions qui aillent directement vers le représentant de l'AMF que je suis. Par contre, je me permettrai de reprendre au vol la suggestion du rapporteur général sur l'information qu'il a proposée comme individuelle et systématique grâce à l'intelligence artificielle en particulier, que je trouverais très bienvenue, que chacun sache que son passeport, sa carte d'identité ne sera plus valable dans 1 an, et la visée qu'en 1 an, ça serait bien malheur s'il ne réussissait pas à trouver un créneau pour le faire refaire en temps et en heure. Ça me semble intéressant. Je me permets de suggérer aux représentants de l'État, peut-être en relation avec nous, d'organiser 1 ou 2 fois par an, à des moments qu'il faudrait définir, une grande campagne nationale d'information et de sensibilisation. Alors, on voit plein d'informations à la télévision et c'est labellisé gouvernement avec des choses toujours très intéressantes. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est au mois de septembre qu'il faut dire, vous venez de rentrer de vacances, n'attendez pas le mois de juin prochain pour vous faire votre passeport si il sera périmé à ce moment-là. Est-ce que c'est en janvier? Enfin, il y a des moments à trouver. Et en partenariat avec nous, je pense que l'AMF se ferait un plaisir, tout autant qu'un devoir, de relayer cette information dans ses publications. Et je suis persuadé qu'un nombre très important de communes de France prendraient la peine également, dans leurs publications, sur leur site internet, enfin sur tous leurs médias, saisiraient l'occasion. S'il y a une masse critique faite d'une information pilotée par le gouvernement et relayée dans le cadre de notre rôle au nom de l'État par les communes via l'AMF, je pense que ça pourrait également avoir un peu de pertinence. Merci, Monsieur Geoffroy. Donc, maintenant, Madame la directrice, si vous voulez bien. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être un petit peu en vrac sur la question de l'envoi et de l'administration proactive. Comment on informe nos concitoyens. À vrai dire, on a commencé. Alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a juste des SMS dont on a
expérimenté dans 3 départements, le Cantal, la Guadeloupe et le Cantal forcément, et le Calvados. On a expérimenté le fait d'envoyer 6 mois avant la date théorique d'expiration une information. Donc ça, on l'a fait, on le fait depuis 3 mois. Bon, je dois dire que ça ne marche pas du tout. Enfin, ça n'a pas produit, en tout cas, beaucoup d'effets. C'est vrai qu'à ce stade, alors on va peut-être continuer, il n'y a pas de décision qui a été prise. Tout ce que je constate de façon vraiment très pragmatique, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup d'effets. En revanche, on croit peut-être davantage au fait, effectivement, de campagnes d'information plus systématiques. On a commencé à le faire en décembre 2022, on a refait en 2023 en utilisant les réseaux sociaux, etc. Peut-être le faire davantage. On voit, et je pense que dans les communes, on voit globalement la demande, elle s'est beaucoup lissée sur l'année. Il y a certes encore des effets de pic au printemps, mais globalement, la demande, elle est un peu toute l'année pour autant. Donc voilà, c'est juste un témoignage et un retour. On était parti sur l'hypothèse de cette information préalable des usagers. On voit qu'à l'usage, en tout cas, sur une partie, un aspect expérimental, que ça ne fonctionne pas complètement. Sur l'aspect de dispositif de recueil, je le disais, on a augmenté de 40% le réseau. Le secrétaire général a diffusé une circulaire aux préfectures pour leur indiquer qu'à date, compte tenu de cette augmentation, on considérait que globalement, le parc est suffisant pour absorber la demande. Je disais qu'il y a aujourd'hui entre 14 et 15 millions de titres par an. Pour autant, d'un point de vue territorial, même si avant et après la crise, donc on est passé en gros de 16 000 habitants pour un DR, ça c'était la moyenne nationale avant la crise. Aujourd'hui, on est autour de 11 000 habitants par DR. Alors, je dis d'emblée que ces chiffres, ils veulent dire quelque chose, évidemment, mais pas forcément beaucoup, puisqu'il y a à prendre en compte, et vous le savez mieux que moi, les spécificités des territoires, les zones rurales, les zones de montagne, l'éloignement. C'est pas la même chose en Guyane, à Paris, ou dans la Creuse ou dans le Cantal. Donc il y a toute cette dimension territoriale qui est très importante et qui doit donc nuancer ces constats-là. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a une analyse qui est faite par les préfets au regard donc de ce taux d'équipement moyen, donc autour qui nous semble un objectif crédible, autour de 11 000 habitants par DR, notamment avec la dizaine de départements qui sont au-dessus, en dessous, en fonction, enfin qui sont en décalage par rapport à ce taux d'équipement. Voilà pour la question des DR. Sur la question de Paris, je n'ai plus en tête exactement le nombre de dispositifs de recueil, donc de guichets. Combien ? 136. Il y a 136 donc, guichets, donc, qui sont des dispositifs de recueil dans lesquels des agents sont mis à disposition par la ville de Paris. À ma connaissance, on a toujours répondu favorablement aux demandes qui ont pu être faites par la ville sur des dispositifs de recueil supplémentaires avec ces effets qui vont un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire les gens qui, parce qu'ils travaillent à Paris, vont faire leur titre et inversement, la fuite des Parisiens pour aller faire leur demande ailleurs qu'à Paris. Alors, sur l'identité numérique, sur France Identité, là, je ne peux pas parler 3 minutes sur France Identité. C'est un sujet trop... Allez-y. trop global. Vous avez pointé, Madame la sénatrice, le fait que le programme France Identité est effectivement lancé depuis 2018. En vérité, si j'étais honnête, je dirais que le projet pour le ministère de l'Intérieur de faire une identité numérique régalienne, il est beaucoup plus ancien que ça. Il a bien plutôt une quinzaine d'années. Donc c'est plutôt une source de fierté, à vrai dire, pour nous, d'avoir réussi à en faire une réalité, puisque le ministre de l'Intérieur, accompagné de Madame Faure, a il y a quelques semaines, le 14 février dernier, lancé de façon officielle la généralisation de ce projet France Identité. France Identité, c'est quoi ? C'est à partir de la nouvelle carte d'identité. Vous avez raison de le dire. Pourquoi que la nouvelle carte d'identité ? Parce que voilà, parce que dans... Attendez. Voilà. Comme il n'y a pas de micro, il n'y a pas de débat, allons-y. Donc, à partir de la nouvelle carte d'identité et de sa puce, puisque l'idée, c'est à partir d'une application de son téléphone, de pouvoir avoir des usages dans le monde numérique,
On sait que nos concitoyens, après notamment le Covid, se sont trouvés, une explosion des démarches, qu'elles soient privées ou publiques, et se sont trouvés confrontés à beaucoup d'usurpations d'identité, de difficultés d'hameçonnage, de phishing, etc. Et France Identité est de ce point de vue-là une réponse, c'est-à-dire vous ne pouvez plus être victime, contrairement à l'identité numérique de la Poste, de tentatives d'hameçonnage grâce à la solution qui est proposée par l'État. Donc dans le monde numérique, mais aussi dans le monde physique, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir présenter sur son téléphone sa carte d'identité. La première étape, c'est à travers la mise à disposition du permis de conduire numérique. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur le 14 février. À partir de son permis de conduire, que ce soit le permis de conduire 3 volets ancien qui est encore dans les poches de, je crois, à peu près de 32 millions de Français, je crois, quelque chose comme ça, ou du permis format carte bancaire, vous pouvez donc importer dans votre téléphone le permis de conduire et le présenter de façon sécurisée aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Donc ce projet, c'est une façon pour l'État de protéger l'identité des Français, de faire en sorte que ces usages puissent se développer encore une fois de façon sécurisée. On est aujourd'hui à peu près à 365 000 identités numériques créées. Donc en quelques semaines, c'est le début d'un long chemin, puisque l'objectif évidemment c'est d'élargir le nombre d'usagers concernés. Alors c'est vrai, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'État, à travers ce projet, visait le plus haut niveau de sécurité possible, au sens d'un règlement communautaire qui définit plusieurs niveaux de sécurité. Il y a un niveau de sécurité dit élevé, que, compte tenu des moyens, à la vérité, seul l'État peut atteindre. Donc c'est l'objectif qui a été fixé au programme que l'agence porte. Donc ce niveau, cette certification qui est donnée par l'ANSSI a été atteint il y a quelques semaines. Et pour ce niveau de sécurité-là, qui est réservé aux démarches les plus sensibles, il y a effectivement un passage en mairie. C'est-à-dire, pour utiliser le permis de conduire numérique, vous n'avez pas besoin, vous créez votre identité, vous n'avez pas besoin de passer en mairie. En revanche, si vous voulez entièrement dématérialiser votre procuration de vote, par exemple, puisque c'est le premier et à date le seul usage qui existe, là, il y a un passage en mairie, une certification d'identité numérique qui se fait par comparaison d'empreintes. Voilà. Et c'est effectivement une mission nouvelle dans la continuité de la vérification d'identité, de ces missions de service public que les agents de mairie assurent évidemment au quotidien dans le cadre de la délivrance des titres d'identité. Ça fait l'objet d'une expérimentation pendant quelques mois à la fin de l'année 2023 et c'est en phase en ce moment de déploiement. Nous rencontrons, je crois, l'AMF dans quelques jours pour évoquer cette nouvelle mission. Qui ne concerne que les communes volontaires et qui est prise en compte, vous l'avez rappelé, au titre de la DTS de façon pérenne à partir de 2024. Voilà. Mais on pourrait dire beaucoup de choses, mais je crois que ce n'est pas le moment. Vous avez dit déjà beaucoup, madame. Je vous rassure. Vous avez d'ailleurs pris le temps de votre voisin. Mais enfin, on va lui donner quand même quelques minutes. C'est le secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur la question posée par le rapporteur général sur les délais de traitement. Vous me permettrez un souvenir personnel. Quand j'ai rejoint le monde des préfectures en 1998, il fallait moins de 2 heures pour un usager pour récupérer sa carte d'identité. Mais arrêtons-nous une seconde sur la dite carte d'identité. C'était un bout de carton, c'était du papier craft. Il y avait des agents qui avaient des machines qu'on appelait les trouilloteuses, avec des œillets métalliques qui permettaient de fixer la photo d'identité sur ce morceau de papier craft. Inutile de vous dire que c'était les cartes d'identité les moins sécurisées au monde. Et donc depuis, les différentes évolutions, effectivement, font qu'aujourd'hui, la carte d'identité n'est plus délivrée en 2 heures,
mais pour autant, nos concitoyens ont la chance, en tout cas ce sont des organismes internationaux qui nous le disent, de bénéficier de titres qui sont parmi les plus sécurisés au monde. Je pense que donc il ne faut pas regretter tout le chemin qui a été parcouru. À l'époque, il faut également le rappeler, seules les préfectures et les sous-préfectures étaient autorisées à délivrer ces cartes d'identité, donc ça générait évidemment des déplacements pour les usagers. Et le président Geoffroy rappelait qu'avec les 5500 mairies qui sont aujourd'hui déployées, qui détiennent des DR, il y a la possibilité pour tous les usagers, quel que soit leur département d'appartenance, de se présenter dans une mairie pour se voir délivrer au moins une carte d'identité ou un passeport. Donc des évolutions quand même favorables aux usagers, avec qui plus est la possibilité de préparer son rendez-vous en mairie à la maison, pour ceux qui manient bien l'outil numérique, en préenregistrant leur dossier de demande de carte d'identité ou de passeport, et pour ceux qui ont besoin, et nous y sommes très sensibles, d'un accompagnement humain, la possibilité dans les espaces numériques qui ont été créés dans les préfectures et les sous-préfectures ou les espaces France Service, d'aider nos concitoyens qui sont victimes de la fracture numérique et qui ont besoin d'être accompagnés dans l'accomplissement de leurs tâches administratives et dans le remplissage de ces éléments de dossier qui permettront ensuite de gagner du temps au moment de l'établissement des titres en mairie. Deuxième sujet sur lequel je voulais revenir très rapidement, c'est la lutte contre la fraude, pour vous confirmer que c'est vraiment une absolue priorité, avec un dispositif national extrêmement complet, avec une mission au ministère de l'Intérieur, à la DEMAT, en charge du pilotage des préfectures et de l'administration territoriale de l'État, qui est dédiée à cette mission, qui anime un réseau de référents départemental avec des séminaires réguliers, avec une animation de réseau, et sans oublier qu'au niveau départemental, ces référents fraude des préfectures et des CERT sont également partie prenante des CODAF, les comités départementaux de lutte contre la fraude, que coprésident les préfets et les procureurs de la République, structures qui réunissent également les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie, le fisc, tous les services publics qui peuvent être confrontés à ces problématiques de fraude, de manière à ce que, sous l'autorité conjointe des préfets et des procureurs, ils puissent échanger et mutualiser les bonnes pratiques pour lutter très efficacement contre cette fraude. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le Président Charpy. Je serai très rapide, je réagir sur 3 points. Un sur la fraude, j'entends bien ce que dit le Secrétaire général. Si on prend une comparaison qui n'est pas raison, quand on veut accélérer le dédouanement des marchandises dans les ports, on a plutôt allégé les contrôles, ce qu'ont fait les Belges, ce qu'ont fait les Néerlandais, et du coup, ils ont été très rapides à délivrer, mais ils ont peu contrôlé. Aujourd'hui, voilà la difficulté qu'il y a. Donc il faut trouver le bon équilibre entre le contrôle et la rapidité. Heureusement, beaucoup d'outils permettent de le faire, mais c'est quand même un sujet majeur. Deuxième point sur la question qui était évoquée par M. Canvet, je crois, sur le coût. Faut-il faire payer davantage dans la situation compliquée des finances publiques? Bon, on considère que c'est un sujet de nature un peu politique. On dit simplement que les enjeux sont quand même pas à la hauteur, ne sont pas à la hauteur des déficits budgétaires. Que avoir une carte d'identité, ce n'est pas obligatoire. Enfin, c'est quand même un élément important dans la vie sociale. C'est probablement compliqué de les faire payer aujourd'hui. Qu'en revanche, ce qu'on avait dit dans le rapport, c'est que quand on les perd, ce serait pas mal de les faire payer. Et un peu plus cher. Parce que c'est 25 €. Bon, on pourrait le faire au moins au coût du service. On a arrondi à la centaine d'euros supérieure. Et dernier élément, je crois qu'effectivement, c'est M. Geoffroy qui l'a dit, tout le monde est d'accord sur le constat. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a eu une crise, on sait d'où elle vient, on l'a résolue. Je crois qu'on ne pardonnerait pas la prochaine crise sur le même sujet. Donc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la question de l'anticipation, du pilotage, parce qu'on ne pardonnerait pas d'avoir une seconde crise des titres en 2031 ou en 2033. Voilà ce que je veux dire pour conclure mon intervention. Merci, Monsieur le Président de la 4e Chambre. Madame la rapporteure spéciale, votre conclusion de cette table ronde. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour conclure, évidemment, rappeler le caractère essentiel du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Les services de l'État doivent garantir à nos compatriotes la capacité d'accéder à des titres d'identité et de voyage dans des délais décents. La défaillance de l'État au cours des 2 dernières années revêt une
particulière gravité. Et je considère que nous devons tirer tous les enseignements de la crise et ne pas laisser entendre qu'aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je rejoins en cela Monsieur le Président. Et nous devons dès à présent préparer les grandes échéances à venir, à savoir 2031 pour les cartes d'identité et 2033 pour les permis de conduire. Il faut que ces vagues de renouvellement soient pleinement anticipées. Nous l'avons évoqué, cette anticipation passe notamment par la fluidification des échanges avec les mairies, la consolidation, et là je réponds à Madame Briquet, c'est essentiel de consolider les services d'instruction, l'anticipation des capacités de production de l'imprimerie nationale. Et quand même, au regard de la grande improvisation à laquelle nous avons assisté ces 2 dernières années, nous ne pouvons être quand même que particulièrement inquiets sur notre capacité à faire face à ces échéances. Le ministre de l'Intérieur a pris des engagements de réarmement de l'État territorial. Le sujet des titres témoigne à quel point, sans réarmer l'État dans nos territoires, nous courons de crise en crise. Il y a un pistolet le réarmement. Magnifique. Et à toutes les sauces. Bien. Merci. Merci, Madame la rapporteure spéciale. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, pardon, de la 4e Chambre. Merci à vos équipes et à tous ceux qui vous ont aidés dans ce rapport. Merci à nos invités d'avoir bien voulu répondre à notre sollicitation. Et donc, je vous propose d'adopter, si mes chers collègues, les recommandations de la rapporteure spéciale et d'autoriser la publication de l'enquête de la Cour des comptes ainsi que du compte-rendu de la présente réunion en annexe au rapport d'information de Madame Béatrix Contat. Il n'y a pas de difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, il en sera ainsi décidé. Bonne soirée à tous. Merci.